On a le devoir de démontrer que notre modalité est 1, sécuritaire, 2, efficace. Et les croyances en la modalité sont des beaucoup meilleurs prédicteurs de succès que la modalité elle-même. Les croyances du patient viennent des professionnels de la santé. En fait, je parle à peu près pas de glace aux patients. N'importe quelle blessure de surutilisation, il y a toujours eu un changement, tout le temps, 100% du temps. On veut quantifier le stress, le doser pour que la réponse de l'individu soit adéquate et amène à l'adaptation tissulaire. Il y a 3 paramètres clés et ces 3 paramètres multiplicatifs, c'est le nombre de répétitions que tu fais, multiplié par la charge, multiplié par le temps sous tension. Moi, j'ai traité des tendinopathies d'Achille avec la course à pied. Tous les exercices sont bons s'ils sont bien quantifiés. Le meilleur des exercices est mauvais s'il est mal quantifié. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Blaise Dubois, physiothérapeute du sport, mais également créateur de la clinique du coureur. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de cryothérapie, donc est-ce que c'est utile ou non en 2024, mais également des blessures en course à pied, des fausses croyances qui gravitent autour de la pratique de la course à pied, de l'intérêt du renforcement musculaire et plein d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Et salut Blaise, et bien écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence ce podcast, comme d'habitude, je t'invite à te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, même si on est quand même beaucoup à te connaître dans la sphère des kinés en tout cas. Merci Augustin, c'est très cool d'être avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Me présenter, je suis suisse d'origine, d'où mon petit accent qui n'est pas trop québécois. Vous allez peut-être penser que je suis très québécois, mais si vous entendez les vrais Québécois, vous allez voir que c'est un peu différent quand même. Suisse d'origine, immigré au Lac-Saint-Jean au Québec à l'âge de 10 ans. J'ai grandi sur une ferme. Ensuite, j'ai été au cégep de Sherbrooke, jouer au foot, au soccer, parce que l'équipe était bonne là-bas. J'ai fait mon université à l'Université Laval, à la faculté de médecine en physiothérapie. On a des pratiques bien intéressantes ici avec l'accès direct, des pratiques avancées et l'aspect diagnostic élaboré. Donc, on a une belle pratique comme physiothérapeute au Canada. Et puis, après ça, j'ai travaillé à PCN, un regroupement de cliniques. Alors, dans le temps, il y avait 4 cliniques, je crois, mais maintenant, on en a 15. Je suis devenu copropriétaire de ces cliniques-là. Et j'ai démarré en 2008 la clinique du coureur, qui a maintenant 82 personnes qui sont intégrées à cet organisme-là. Et plein de startups, des différentes autres entreprises qu'on a démarrées, comme le coaching du coureur, par exemple. Et voilà. Donc, je suis un clinicien, je fais de la recherche. Je fais beaucoup de gestion aujourd'hui des entreprises sur la culture, la manière d'organiser et ainsi de suite. Et j'enseigne beaucoup de formations continues à travers le monde où j'enseigne beaucoup aux enseignants les nouvelles pratiques innovantes sur la prévention des blessures chez le coureur avec la clinique du coureur. Voilà pour synthétiser. Okay. Et à travers tout ça, j'ai écrit un livre qui a une belle popularité en Europe. On en vend quand même pas mal, donc ça c'est quand même le fun. Et voilà. Ouais, je suis vraiment content et je te l'avais déjà dit juste avant, mais je le redis aussi durant l'enregistrement, dans le sens où je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que la clinique du coureur, pour moi, c'est un organisme que je suis depuis, je pense, 5 ans. Et c'est vraiment un organisme de formation, je trouve, hyper inspirant. Et rencontrer le fondateur, c'est quand même quelque chose. Donc je suis vraiment content parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous apporter. Aujourd'hui, on va parler kiné, on va aussi parler entrepreneuriat dans une deuxième partie, parce que je pense que les deux volets ne sont pas spécialement dissociés et qu'on peut très bien parler entrepreneuriat, et ça peut même être utile en tant que kiné. On a tendance à dissocier un petit peu parfois, à se dire non, je suis kiné, je ne suis pas un entrepreneur. Je pense qu'on peut être les deux, et ça, je pense que tu vas nous en reparler. Et d'ailleurs, pour revenir sur ton livre, je confirme, personnellement, je l'ai lu, pour ce que ça vaut, mais je l'ai trouvé vraiment génial quand je l'avais acheté direct quand il était sorti. Et pour la petite anecdote, tu m'avais aidé indirectement, vu que c'est quand même ton livre, à réussir mon examen de synthèse à l'époque en kiné, parce que j'avais eu des questions sur la course à pied et que j'avais matraqué le livre. Et ça m'avait permis d'un peu briller en discutant de course à pied. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Alors, on va
commencer par parler kiné, parce que c'est quand même un podcast qui se destine avant tout aux kinés ou en tout cas aux professionnels de santé. Et j'aimerais bien qu'on parle de cryothérapie. Voilà, on entre un peu dans le vif du sujet là d'un coup. J'aime bien les sujets à débat et la cryothérapie, je pense que c'est un bon sujet à débat. Ouais. Elle a été longtemps vénérée, puis après critiquée, puis un peu revénérée pour des raisons diverses et variées. Parce que dans les arguments, et tu me dis si je me trompe, qui sont avancés pour maintenant dire la cryothérapie, c'est pas si mal peut-être, c'est parce que notamment il y a pas mal d'études qui sont faites sur le rat. Et on dit, voilà, ça a été fait sur le rat. Est-ce qu'on peut vraiment extrapoler ça à l'humain? Il y a d'autres choses encore sur lesquelles on reviendra. Mais toi, quel est ton avis déjà sur la cryothérapie? Par exemple, on se fait une entorse. Quid de la cryothérapie? Est-ce que c'est avisé? Est-ce que c'est pas avisé en 2024? Voilà, je sais que c'est une question très large. Je te Ouais. laisse un petit peu la guider comme toi tu le sens. Alors, moi j'ai gradué en 98, donc ça fait bien longtemps, je commence à être vieux et en fait, c'est intéressant parce que la glace faisait partie des modalités utilisées en physio de façon systématique. Donc, dans le temps, on avait le trio McDo qu'on appelait. Alors, vous avez le trio McDonald's en Europe peut-être? Non. Trois choses. Donc, on commençait avec de la chaleur, on faisait une modalité électrothérapeutique, Ah donc oui. des ultrasons ou de l'interférentiel. On finissait avec de la glace. On faisait du trio McDo. Ça allait vite. Les patients allaient bien. Ils guérissaient bien. Donc, tout était bon. Mhm. Euh, dans ma pratique, il y a quand même et ça fait partie de ma vie, mais de remettre en question, de remettre en cause la pratique actuelle fait partie de mon why personnel. Donc, essayer de faire mieux que l'existant, essayer de se redéfinir, essayer de voir dans quelle mesure ce que je fais aujourd'hui, ça a de la valeur. Mhm. Et quand on se pose la question, est-ce que c'est pertinent de mettre de la glace et qu'on commence à fouiller la littérature, on réalise plein de choses. On réalise d'abord que la glace, on l'a toujours mis pour son effet analgésique, pour limiter l'édème, pour avoir, bien évidemment, en ayant moins mal, être capable de retourner plus rapidement à la fonction et donc d'avoir plus rapidement un retour à la normalité, sans supposer qu'il y avait un effet potentiellement négatif sur les tissus, la réparation et ainsi de suite. Donc, ça, c'était ce qu'on pensait. Et quand on fouille dans la littérature, on réalise que l'effet analgésique, il est ponctuel parce que tu as une contre-irritation par la cryo, la glace, et que pendant 15 minutes, tu vas moins sentir ta douleur parce que tu vas sentir du froid, mais que ça ne change absolument rien sur ta douleur de façon générale, sur ton entorse de cheville. Alors Mhm. là-dessus, il y a un consensus d'experts de Wurberg, publié en 2018. Et Wurberg, en fin de compte, ils ont poolé ensemble 27 RCT. On parle d'à peu près 1600 et plus sujets pour essayer de voir dans quelle mesure c'est un effet analgésique ou pas. Et leur conclusion, la glace change absolument rien à la douleur, au repos, et Mhm. c'est pas une modalité, en fin de compte, qui va t'aider à quoi que ce soit au niveau des symptômes. Puis là, tu te dis, OK, mais peut-être que ça aide à un retour plus rapide à tes activités, à la fonction, et puis finalement, mais tu lis d'autres papiers, dont un papier qui avait pris un petit papier, hein, mais il y a des études chez les rats plus conséquents, mais chez l'humain, on a à peu près rien. Mais une Ouais. étude, par exemple, qui prend 12 sujets, des jeunes de 20 ans, on leur fait faire un stress excentrique au niveau du poignet, et puis, on crée des blessures musculaires, puis on peut le valider en regardant la créatine kinase, en fin de compte, qui est une molécule qu'on peut quantifier pour essayer de voir dans quelle mesure le stress musculaire était suffisant. Et puis, on utilise un sac de glace ou un sac placebo qu'on met pendant 15 minutes et on fait ça tout de suite immédiatement après l'exercice, à 3 heures, à 24 heures, à 48 heures, à 72 heures. En fait, Mhm. le classique de ce que j'ai recommandé pendant des années à mes patients. Et on essaye de voir dans quelle mesure, en fin de compte, cette modalité-là va aider notre patient. Et ce qu'on réalise, en fin de compte, c'est que, en fait, les retours à la normale des marqueurs de dommages musculaires et la sensation de fatigue à 72 heures vont augmenter avec l'application topique de glace. Donc, en fait, ce qu'on réalise, c'est que ça perturbe les réponses adaptatives normales à l'exercice et que finalement, on nuit plus qu'on aide. Ok. Ça, c'est une petite étude chez l'humain. Alors, si Mhm. tu me dis c'est quoi le niveau de preuve, mais c'est rien du tout, c'est minimal. Mais en fait, moi, ma question, c'est a-t-on des évidences qu'on aide vraiment nos patients? Ouais. Quand on n'a pas de science sur un sujet,
on se pose trois questions. C'est quoi les preuves indirectes? Parce que si on n'a pas de preuves directes, on n'a pas un beau RCT où on a mis de la glace, pas de glace, puis on regarde pendant 1 an de suivi si ça augmente les récidives, etc. Puis ça n'existe pas pour l'instant. Donc, il faut qu'on aille plus loin. C'est quoi les preuves indirectes? C'est-à-dire, c'est quoi toute la science autour de ce sujet-là qui nous oriente sur c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose. Et là, je pourrais te parler, si tu veux, de la science des anti-inflammatoires, qui, elle, est beaucoup plus claire. Ouais. Et quand on inhibe le processus inflammatoire, là, on a vraiment un effet délétère sur la réparation tissulaire. Et on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup et on n'a pas besoin d'en prendre des grosses quantités. Au moment où on réduit, on prend des anti-inflammatoires, même en vente libre, comme de l'ibuprofène, on nuit au processus d'adaptation. C'est clair comme de l'eau de roche. Et en fin de compte, là, les questions, c'est est-ce qu'on augmente les récidives? Est-ce qu'on augmente la durabilité des symptômes? Et là, on a de plus en plus de données qui nous orientent vers ça. Donc ça, c'est de la preuve indirecte. La deuxième chose qu'on regarde, c'est la plausibilité biologique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait sur le corps et dans ce qu'on connaît du corps. Et dans cette plausibilité biologique, en fin de compte, appliquer de la glace ralentit le métabolisme, freine les mécanismes d'adaptation secondaire. Probablement que ce n'est pas une très bonne chose. Et la troisième chose, c'est d'essayer de rester cohérent avec ce qu'on connaît et de mélanger ça avec notre expérience clinique. Alors moi, je pourrais bien te dire, j'ai de l'expérience clinique de 15 ans de pratique où j'ai mis de la glace à mes patients, puis ils ne sont pas morts, ils vont bien et puis ils ont bien évolué. Et là, je pourrais te dire, depuis 10 ans, j'en mets plus de la glace, j'en mets jamais. Et puis, mes patients, ils vont bien, ils évoluent bien et ils ne sont pas morts non plus. Ouais. Donc, quand on regarde l'ensemble de tout ça, moi, quelqu'un qui met de la glace, je dis, ouais, je pense que tu perds ton temps, je pense que ça ne sert à rien, je pense que peut-être tu nuis un petit peu à la nature. Avec ce qu'on a comme données, probablement qu'on va s'enligner vers ce côté-là, même si la science n'est pas ultra solide. Parce qu'on parle je vous ai parlé de la petite étude chez l'humain, mais il y a quand même des études chez le rat qui montrent les mêmes effets, en fin de compte. Conséquemment à tout ça, en fait, la question plus que moi je me pose, parce que je suis un clinicien, comme toi tu es un clinicien, c'est est-ce que j'en mets à mon patient ou pas? Est-ce que si le patient me dit est-ce qu'il faut que je mette de la glace, j'ai dit oui ou j'ai dit non. Le patient, il ne veut pas que j'y raconte l'histoire de mes extenseurs du poignet et de ma créatine kinase. Il n'en a rien à foutre. En fait, ce qu'il veut, c'est de savoir s'il met de la glace ou s'il n'en met pas. Et moi, ça fait 10 ans que je dis arrête de mettre de la glace. Non seulement ça ne sert à rien, peut-être ça nuit à ta guérison, mais les physiothérapeutes sont attachés psychologiquement à leur glace. Mais je dis bien attachés. Les médecins sont attachés psychologiquement au fait de donner des anti-inflammatoires. C'est 60 à 80% des consultations en musculo-squelettique qui se soldent par la prescription d'un anti-inflammatoire. Ah ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'on va continuer encore et encore à utiliser des pratiques que j'utilise le mot aberrant, j'aime bien parce que ça choque un peu, aberrant et sans fondement, simplement par habitude. Ou est-ce qu'à un moment donné, on va dire, bon, on regarde c'est quoi les données probantes, on regarde c'est quoi la plausibilité biologique, on mélange ça à peut-être un peu d'expérience clinique et une cohérence théorique, et on prend une décision. Et avec tout ça, je dis à mes patients, tu ne mets pas de glace. Ouais, c'est ça. Mais franchement, moi, je suis aligné avec tout ce que tu dis, parce que l'étude de Wurbert, etc., c'est des études que j'ai aussi eu l'occasion de lire. Mais il y avait quelque chose où, en fouillant un peu la littérature, je m'étais dit, mais tiens, d'accord, la glace n'est pas la grande sauveuse, mais a priori, quand on regarde un peu les études, j'ai l'impression qu'ils parlent justement de cette réduction de l'inflammation possible par l'application de la glace. Les études ne semblent pas super d'accord sur le fait que ça puisse, on va dire, diminuer la température corporelle assez que pour induire une diminution significative de tous les marqueurs inflammatoires. Donc, moi, la question que je me pose, et je joue un petit peu à l'avocat du diable, mais c'est, OK, on diminue peut-être un petit peu les marqueurs inflammatoires, mais au final, est-ce qu'on les diminue assez que pour se dire c'est quand même vraiment délétère, d'une part, et de deux, quel serait au final peut-être le bénéfice de... Enfin, ça, c'est aussi l'avocat du diable, c'est si le patient il a des croyances par rapport à la glace positives, des attentes, est-ce qu'on y perd vraiment à lui dire écoute, si ça te fait du bien, quand tu es chez toi, pendant 20 minutes, de mettre ton Colpack pendant que tu regardes Netflix, pourquoi pas, tu vois, et c'est un peu... Moi, je suis d'accord, personnellement, je ne recommande pas spécialement à mes patients de mettre de la glace. C'est juste que quand ils m'en parlent, j'avoue que je suis toujours un peu mitigé, où je leur dis, mais j'ai du mal à leur dire n'en mettez pas, quand je vois dans leurs yeux qu'ils ont vraiment l'impression que ça va être positif. Et pour moi, quelque chose qui n'a pas d'effet délétère et qui, au mieux,
soulage et au pire ne sert à rien, Mm. je me dis pourquoi pas. Enfin voilà, c'est une question épineuse. Je sais pas toi ce que tu penses Ouais. de ce cheminement. Ben, en fait, ça fait du sens. Ce que tu dis fait du sens. La seule chose, je vais préciser deux, trois petites parties. Ouais. Alors, est-ce que ça fait vraiment du tort? Actuellement, on ne le sait pas. Mhm. On peut supposer que ça fait certainement beaucoup moins de tort que la prise d'un anti-inflammatoire qui nuit à la cascade inflammatoire directement au niveau moléculaire. Et là, on sait que ça a un effet délétère. Euh, donc, est-ce que la glace a cet effet potentiel-là? Est-ce que ça fait juste ralentir le métabolisme sans nuire à la cascade inflammatoire? Donc, on fait juste ralentir un peu, mais sans nécessairement nuire à ce processus essentiel à la guérison. Donc, oui, Mhm. oui, c'est possible. Il reste quand même qu'il y a un flou autour de ça. Donc, est-ce que plus tard, on Mhm. va découvrir que finalement, on est plus délétère qu'on le pensait? Et c'est l'histoire des anti-inflammatoires. On en a prescrit pendant des années, on continue de le faire. Et là, on réalise qu'on est réellement délétère. Donc, je dis Ouais. souvent que le fardeau de la preuve appartient à celui qui utilise une modalité. On a le devoir de démontrer que notre modalité est, un, sécuritaire, deux, efficace. Et quand on parle de Ouais. sécuritaire, on parle de sécuritaire sur du court et sur du long terme. Et quand on parle d'efficacité, ben, est-ce que ça va répondre, en fin de compte, est-ce que ça va avoir un effet analgésique? Est-ce que ça va accélérer le processus de guérison? Est-ce que ça va changer les paramètres importants? Mhm. Euh, Fait que ça, c'est la première partie. Ce fardeau de la Ouais. preuve, en fin de compte, moi, quand j'utilise une modalité, je me dis, bon, je suis en train de faire un ultrason. Est-ce que vraiment j'ai toutes les données pour m'assurer que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pas délétère pour le patient? Est-ce que Mhm. je connais assez la modalité pour m'assurer que je ne nuis pas? Parce que la médecine a été la championne du monde pour nuire aux adaptations du patient sur plein de Ouais. trucs, hein. On pourrait parler de chirurgie, on pourrait parler de médication, on pourrait parler d'hypermédicalisation, d'investigation. On nuit aux patients bon nombre de fois. On parle d'à peu près 10% de nos interventions en médecine, et j'inclus la physio là-dedans, qui sont nuisibles pour le patient, et à peu près 30% qui servent absolument à rien, et en physio, probablement que c'est 50% qui servent à rien. Mhm. Donc, C'est c'est pas des mal. questions qu'il faut quand même se poser. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as parlé des attentes du patient, puis ça, c'est super important à considérer parce que on sait, par exemple, que les greater expectations, les plus grandes attentes du patient, sont prédicteurs de succès thérapeutique. Ouais. Donc, si, par exemple, il y a des belles études qui ont été faites avec l'acupuncture placebo versus le vrai acupuncture, et en même temps, tu demandes au patient, c'est quoi tes croyances par rapport à l'acupuncture? Et les croyances en la modalité sont des beaucoup meilleurs prédicteurs de succès que la modalité elle-même. Donc, Ouais. si tu crois à l'acupuncture, tu peux avoir la placebo ou la régulière, ça va marcher. Si tu y crois pas, ça marche pas, que tu es la régulière ou la placebo. Et Mhm. quand tu réalises ça comme thérapeute, tu dis, OK, les croyances du patient sont essentielles, il faut les considérer. Ouais. J'ai juste un petit bémol autour de ça, c'est que les croyances du patient viennent des professionnels de la santé. C'est Ouais. moi qui ai dit à mon patient pendant des années, il faut que tu mettes de la glace pour réduire ta douleur et réduire ton inflammation. Et j'ai réussi à y faire croire que ça marchait pour réduire la douleur. Et il est arrivé une journée où je me suis fait une belle grosse entorse de cheville. Et en appliquant de la glace, parce que j'étais un jeune physio, j'ai réalisé que je faisais partie des exceptions qui étaient intolérants à la glace. C'est-à-dire que moi, ça faisait juste augmenter mes douleurs Ok. et j'étais incapable de mettre de la glace. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, tu es une exception, tu fais partie des quelques pourcentages des gens qui ont des intolérances à la glace et qui... mais avec tout le recul aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment une exception? Combien de mes patients vraiment vont avoir un effet positif ou est-ce qu'ils y croient et que c'est la croyance qui amène l'effet positif? Et Ouais. cette croyance-là, est-ce que c'est moi qui l'ai construite à travers les années comme thérapeute? Parce que le patient qui vient me revoir aujourd'hui pour me dire, tu sais, il y a 15 ans, tu m'avais fait la petite machine avec le gel, j'avais guéri super vite, est-ce que tu peux me le refaire? Ben, le problème, c'est que je ne sais même plus comment l'allumer et comment ça fonctionne. Je ne connais plus les paramètres, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Et finalement, je vais y expliquer que les nouvelles données nous montrent que finalement, ça ne change rien, c'est peut-être pas pertinent et que finalement, j'ai beaucoup d'autres choses à lui enseigner. Et je vais moduler aussi ses croyances avec mon discours qui doit être construit sur une cohérence, qui doit tenir compte des croyances du patient aussi, mais qui va essayer de bien lui expliquer ce qu'il y en est. Ouais. Donc, ton point est excellent. La seule chose, Mhm. encore une fois, c'est que, parce que là, on peut mettre, si on parle de glace, on peut mettre tous les bémols autour de la glace. C'est Ouais. le patient qui y croit vraiment, qui en applique fréquemment quand il a un bobo, qui est convaincu que ça l'aide.
Effectivement, la question, c'est est-ce que je vais vraiment démolir sa croyance ou je le laisse faire parce que je pense que les effets sont minimes. Mais à la limite, ils sont tellement minimes que ça ne sert à rien. Si c'est Ouais, le cas, ça peut être correct. ouais, c'est Et ça. pour amener des bémols à tout ce que j'ai dit autour de la glace, il y a quand même une revue systématique qui montrait en fin de compte qu'on arrivait à réduire la consommation d'analgésiques dans les post-opératoires. Ils ont regardé des croisés antérieurs et des prothèses totales, Ok. genoux-hanches. Donc, on arrivait à réduire en fin de compte la consommation d'analgésiques. Donc, est-ce que pour des populations en particulier, la glace a un petit effet analgésique? Est-ce qu'on fait juste perturber le patient, puis pendant qu'il met de la glace, il ne prend pas de pilule, puis on lui laisse croire que finalement, puis de cette manière-là, on diminue les corticoïdes ou pas les corticoïdes, la codéine et compagnie, qui sont des antidouleurs puissants qui peuvent amener plein d'effets secondaires aussi. Donc, oui, Mhm. peut-être que ça peut être une bonne chose pour certaines populations. Et quand tu as un croisé antérieur puis tu mets de la glace sur ton genou, ben, tu nuis pas, certainement pas à la réparation du greffon qui a été positionné à interne parce que là, c'est clair que ton effet cryothérapeutique ne peut pas atteindre les tissus. Donc, tu ralentis pas le métabolisme direct du tissu, j'en doute très très fort. Oui, c'est ça. Et puis je pense que dans ce cadre-là, il y a d'autres bénéfices comme réduire le gonflement et donc l'inhibition arthrogénique du quadriceps et toutes ces choses-là. Mais personnellement, moi, quand je mets de la cryo dans des post-op croisés, bah, je l'associe avec de la compression, par exemple. Donc tout ce qui est game ready, parce que les preuves montrent quand même actuellement que la cryo, enfin en tout cas de ce que j'ai lu, c'est pas une vérité Ouais. absolue, mais que la cryothérapie compressive semble plus intéressante que la cryothérapie seule, notamment pour diminuer le gonflement. Et moi, personnellement, c'est ce que je cherche en premier dans un croisé, c'est aussi diminuer le gonflement. La douleur, c'est chouette si on arrive à la Ouais. diminuer, mais donc, comme tu dis, je pense qu'il y a aussi ce truc dans les études où souvent ils étudient ça sur des contusions musculaires induites chimiquement. Il faut voir aussi ben, qu'est-ce qui se passerait sur des vraies lésions musculaires chez l'humain, chez une vraie entorse, et donc pas spécialement que dans mais ça, c'est éthique. Je pense qu'on ne peut pas Ouais. créer une blessure chez les sujets de l'étude en disant, bon, pour la science, on te découpe un petit morceau de quadriceps, ça ne te dérange pas. Je pense qu'il y aura des problèmes avec les comités d'éthique, mais ok, donc ici, ce serait donc, si on devait un petit peu résumer ton avis là-dessus, ou en tout cas ton avis basé aussi sur la science, évidemment, c'est quoi? C'est si vraiment le patient le veut, pourquoi pas, ou c'est vraiment se dire, on essaye quand même d'enlever la glace tant qu'on n'en sait pas plus dessus. Ouais. Juste pour revenir, Ouais, tu disais tout à l'heure, oh, j'ai perdu mon idée. merde, zut. Zut. Attends, qu'est-ce que tu disais? Je Non. parlais de croisée antérieure, de compression, de Oui, cryo. de compression, exact, Ouais, versus l'édème. ouais, En fait, les études nous montrent que la glace versus glace compression, la glace n'ajoute absolument rien, hein. C'est la compression qui a un intérêt d'accord. Ok. sur sur le fait de réduire l'édème. Puis là, après ça, tu as différents types d'édème. Tu as les édèmes encapsulés. Donc là, tu fais une belle synovite de genou post-opératoire, admettons de croisée. Et Mhm. là, la compression par le gradient de pression va aider à diffuser le liquide pour avoir un genou qui est un peu plus sec, qui va te permettre d'avoir plus d'amplitude, un petit peu moins d'inhibition du quad, etc. Donc, il y a un intérêt, et c'est dans notre acronyme Peace and Love, on a gardé la compression en fin de compte, mais il faut faire la différence entre une compression encapsulée. Là, tu peux mettre de Ouais, la glace autant que tu veux, ça change zéro rien à un édème encapsulé, hein, il est ouais. à interne, versus, par exemple, un édème qui est plus de profil lymphatique, de stagnation des Mhm. fluides, de saignement extra-articulaire, où là, la compression peut avoir un effet, mais il faut vraiment que ça soit par des gradients, puis sur toute la jambe, donc on parle de bas compressif et autres. Mhm. Et là, ce qui est intéressant, c'est de lever la jambe dans les airs, par la Ouais. gravité, essayer d'aider à ce retour-là. Donc, euh, en fait, le point, c'est qu'il faut différencier le type d'édème. Est-ce qu'il est encapsulé ou pas? Et dans la mesure où il est encapsulé, c'est la compression qui est vraiment l'effet numéro un. Et quand tu as un édème qui est plus extra-articulaire, de type lymphatique, avec stagnation de fluide, ben là, l'élévation devient pertinente. Ok. Je voulais juste faire cette Ouais, parenthèse-là. c'est Et la intéressant. glace Ouais. n'améliore en rien l'amélioration de la condition et le Ok. retour à la fonction si elle est combinée à la compression ou que la compression est seule. Donc, Ok. encore une fois, c'est
En fait, Game Ready, c'est que si t'es confortable, ça te fait du bien, ben, pourquoi pas? Encore une fois, c'est Ouais. une modalité que je trouve un peu dispendieuse pour l'effet qu'on désire avoir. Donc, moi, j'en ai pas à la clinique, Ouais. mais voilà, Mhm. la compression, ça peut être un petit foam de camping qu'on coupe en beignet avec un trou pour la rotule, avec un bandage élastique. Ça coûte à peu près rien et là, on est ultra efficace. C'est vrai Ouais, que les Game Ready sont très chers. C'est quand même. c'est pas donné. Donc, ta deuxième question, Ouais. reformule-la, excuse. Ouais, Ouais. t'inquiète, pas de souci. C'est hyper intéressant. C'était juste, voilà, peut-être essayer de synthétiser ton avis sur du coup la Ouais. question de la cryothérapie pour que voilà tout un chacun ressorte après en se disant ok, voilà, pour avoir ton avis de façon claire parce que je sais Ouais. que chaque fois on part forcément un petit peu, vu que c'est un sujet très riche, on peut partir un peu dans tous les sens. En tout cas pour les auditeurs, ça peut sembler comme ça. Donc j'aime bien parfois recentrer un petit peu. Bon, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un peu une synthèse. Ouais. Alors, en fait, je parle à peu près pas de glace aux patients. Mhm. C'est de la même manière que, tu sais, on dit souvent les patients ont des attentes quand ils viennent nous voir, mais moi, quand ils viennent me voir, ils ont deux attentes. Avoir moins mal, aller courir, être plus fonctionnel. C'est les seules attentes qu'ils ont. Ils n'ont pas d'attente à ce que je leur fasse la thérapie manuelle, à ce que je leur fasse des aiguilles, à ce que je Mhm. leur explique pourquoi il faut ou pas mettre de glace. Donc, j'en parle juste pas. Et, euh, et je vais souvent préciser dans mon plan de traitement, éviter les anti-inflammatoires parce que souvent, en fin de compte, les gens, là, ils ont besoin d'être éduqués. J'ai besoin de leur dire de s'assurer de ne pas prendre de l'ibuprofène, qui est une petite Ouais. pilule en vente libre que tu peux prendre comme des bonbons, pour leur tendinopathie acléenne corporéale noduleuse de 6 mois. OK? Ouais. Je l'écris, je le mentionne. Et parfois, ben, je mentionne aussi sur mon petit papier pas d'anti-inflammatoire, pas de glace. Et là, des fois, il y a des patients qui disent ah ouais, pas de glace, je savais pas. Et là, on en parle pendant 30 secondes pour dire Ouais. ouais, maintenant, il y a des études qui montrent que ça diminue potentiellement la guérison, que ça aide pas beaucoup non plus sur l'effet analgésique. Sur un tendon comme ton tendon d'Achille, ça va ralentir la vitesse à laquelle on veut que le tendon se répare. Donc, on évite, ça sert à rien. Ok. Et les patients, en fin de compte, ont très peu d'attentes par rapport à ces choses-là. Et je ne sais pas si c'est parce que maintenant, ça fait longtemps que j'en parle plus, que j'ai plus trop de patients qui viennent me voir. Mhm. Mais voilà. Après, Ok. celui qui vient me dire ah là, j'ai mis de la glace, ça m'a fait tellement du bien, etc. Des fois, ça m'arrive avec un petit sourire de dire ah, ben, de la glace, on n'en met plus maintenant. Et puis, des fois, il ne pose pas de questions parce qu'il y croit puis il va continuer d'en mettre. Et je vais être sincère, ça ne me dérange pas tant. À l'opposé des anti-inflammatoires, où là, je suis extrêmement strict, même si Mhm. c'était prescrit par un médecin, même si dans un tableau clinique, en fin de compte, si je veux le mieux pour le patient, là, il faut clairement être capable d'affirmer avec clarté qu'est-ce qu'il faut faire. Et Mhm. c'est ce que je fais avec les anti-inflammatoires, que je fais quand même moins avec la glace. Ok. Ok. Bah c'est en soi ce discours-là, ça me fait sourire parce que quand un patient, comme tu dis, peut venir chez nous en disant ah j'ai mis de la glace et ça m'a trop fait du bien, il peut se passer la même chose même parfois avec des ultrasons par exemple. Moi j'ai déjà des patients ouais Mm. non mais moi ça m'a vraiment fait du bien et moi personnellement bon on va pas s'étaler sur les ultrasons mais c'est parce que ça m'y fait penser. J'ai arrêté de croire dans les ultrasons à partir du moment où en stage, j'étais en troisième année, je pense, j'étais à l'hôpital, voilà, on faisait des stages, c'était un stage où on enchaînait vraiment les patients toutes les 20 minutes, et j'avais oublié d'allumer la machine à ultrasons. Et bah, je me dis, bon, bah, je vais quand même faire genre, et du coup, je mets ce gel, et je me rappellerai toujours, et je fais ça c'était pour, je pense, une fasciite plantaire, enfin une fasciopathie plantaire. Ce pauvre monsieur, ben, je me dis, bon, le pauvre, je vais lui faire un truc vraiment totalement placebo. Et ben le gars, en fait, il voyait pas que la machine était éteinte parce qu'il était couché et il voyait pas ses pieds. Et il fait, ouah, ça me fait chaque fois vraiment du bien cette machine. Et franchement, cette petite expérience m'a servi à comprendre vraiment à quel point les attentes, pour y revenir, mais je trouve que c'est tellement important, les attentes du patient et les croyances du patient influencent, je pense, Mm. encore bien plus que ce qu'on pense actuellement. Et je pense Clairement. qu'on va encore en découvrir davantage à l'avenir. Et enfin voilà, bref, tout ça pour dire merci pour cette petite synthèse. J'ai les mêmes, je pense que tous les physios ont cette même histoire, hein, Bah, d'une façon qu'on a oublié d'allumer, puis qu'après ça, tu te dis, ah, ben, je vais faire semblant parce que j'ai pas ouais, envie de recommencer pendant 5 minutes. Et puis ouais, là, ben, tu enlèves le gel, tu fais semblant d'éteindre la machine. Et là, tu réalises après ça, si c'est la seule confiance que j'ai en cette machine, mais pourquoi tu l'as fait? ouais. C'est comme, Et surtout que ça coûte, enfin, je me suis jamais renseigné sur les prix du coup, mais je peux imaginer que ça coûte pas 10 euros quoi. Donc ouais. voilà, mais bon.
Mais je pense Non. qu'au Québec, ils s'en vendent plus des C'est ultrasons. vrai? Ben, oui, Ah il ouais. n'y a plus personne qui achète des ultrasons. Ah, nous, il y a On encore achète des ça à shockwave parce l'hôpital. que là, il y a de la science un peu plus. On achète des TENS parce que dans les douleurs chroniques, ça peut être pertinent, mais il y a beaucoup moins de modalités électrothérapeutiques. Et le TECAR n'est pas arrivé au Québec et arrivera jamais. Alléluia. C'est- Ok. Bon, t'as failli me lancer sur un autre sujet qui m'intéresse, c'est la thérapie, mais Ah ouais? on va essayer. Là, je pense qu'on est reparti. Donc, je propose que on passe un petit peu pas à la deuxième partie du tout, en fait, à la deuxième question que j'avais aussi pour toi. Et en tout cas, ça va toujours parler de blessures, évidemment. Ouais. Mais en parlant de blessures et de course à pied, moi, une question que je me suis posée, c'est est-ce que les facteurs de risque entre les différentes pathologies qu'on peut rencontrer en blessure en course à pied, donc syndrome de la bandelette iliotibiale, syndrome fémoro-patellaire, etc. Est-ce que il y a vraiment des différences dans les facteurs de risque entre ces différentes pathologies, ou est-ce que on pourrait regrouper quand même le même presque facteur de risque qui revient quasi tout le temps, qui est au final la surcharge mécanique? Je ne sais pas quel est ton avis sur la question, ça peut sembler un peu réducteur comme question, mais j'aime bien raisonner pas par l'absurde, mais par le gros, parce Ouais. que pour moi, je trouve que quand je vois mes patients, la plupart du temps, c'est quand même les mêmes histoires qui reviennent quand quelqu'un se blesse en courant. Toujours. Et là, tu parles de course, mais en fin de Ouais. compte, n'importe quelle blessure de surutilisation, si tu Mhm. questionnes bien ton patient, il y a toujours eu un changement, tout le temps, 100% Ouais. du temps. Dans ce changement, dans 80% des cas, c'est un changement qui est en lien avec l'entraînement. J'en ai fait trop, trop vite, trop de dénivelé, trop de vitesse, trop de quelque chose. En fait, on a brisé l'équilibre qui existe entre la capacité du corps à tolérer du stress et la charge qu'on lui applique. Et c'est ce déséquilibre-là qui amène la blessure, dans presque tous les cas. Ouais. Alors, il y a un 20% où c'est pas l'entraînement que j'ai changé. J'ai changé ma chaussure. Ça fait une semaine que je dors pas parce que j'ai un petit enfant à la maison qui pleure et qui me réveille la nuit. J'ai différents paramètres en fin de compte qui vont réduire ma capacité à tolérer du stress, genre réduction du sommeil qui est un paramètre de plus en plus étudié mais qui est un facteur extrêmement fort et Ouais. surtout quand on prend de l'âge. Donc à partir de 40 ans, 45 ans, là, le sommeil devient critique pour justement être capable de récupérer puis de faire en sorte, en fin de compte, qu'on soit capable d'enchaîner des entraînements. Mais d'un autre côté, il y a cette capacité ici, et de l'autre côté, on identifie presque toujours des paramètres d'entraînement comme étant amenant une surcharge. Donc, oui, quand on parle de facteurs de risque, oublions les particularités biomécaniques comme la pronation, le pied plat, le genou valgus, le drop du bassin, le transverse de l'abdomen qui ne se contracte pas au bon timing, les multifidus qui sont un petit peu atrophiés. L'ensemble de tous ces facteurs-là, en fin de compte, sont extrêmement minimes, voire complètement absents. Okay? On Mhm. est toujours dans un changement, et dans ces changements, c'est dans 80% des cas, j'ai changé un paramètre d'entraînement. Ouais. C'est ce qu'on observe en fin de compte avec les patients. Puis quand tu commences à les questionner, ben, tu confirmes l'ensemble de ces stats-là année après année. J'ai 26 ans de pratique et c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé depuis le début. Ouais. Euh, Mhm. Ça, c'est une chose. Après, si tu dis, OK, soyons un peu plus pointus, si on parle par exemple du syndrome de la bandelette iliotibiale, c'est le nombre de répétitions qui est le facteur irritatif. Ouais. J'ai jamais vu une bandelette qui s'est blessée parce que quelqu'un a fait de la vitesse ou de la pliométrie. Sinon, c'est Mhm. pas une bandelette. Une Ouais. bandelette se blesse par répétition. J'ai augmenté mon volume, j'ai fait une longue sortie, j'ai fait des longues descentes. Et là, ça, c'est des facteurs de risque spécifiques à la bandelette. Mhm. Une périostite tibiale, par exemple, est très relatif à la charge mécanique. Donc, j'ai une périostite de la crête tibiale postéromédiale ou une tendinopathie achilléenne qui sont des pathologies qui sont très reliées à la charge. Ben, ça arrive beaucoup quand j'ai fait de la vitesse, de la pliométrie, des sauts, des montées de côte, quelque chose qui chargeait le tissu de façon importante, même s'il n'y avait pas tant de répétitions. Ok. Donc, on est capable d'être un peu plus spécifique dans les pathologies, mais de façon générale, ton point est bon, c'est toujours la même chose. J'en ai trop fait par rapport à ma capacité. Ouais. Bah, c'est ce que vous avez développé d'ailleurs dans la clinique du coureur, que vous appelez la quantification du stress mécanique. Enfin, c'est de là que ça découle, je suppose. Exact. Cette idée, je ne vais pas évidemment te demander de nous faire un cours là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment un concept tellement clé et j'invite vraiment tout le monde à
investigué ce concept chez vous parce que, en fait, c'est la clé dans tellement de prises en charge musculo-squelettique. Enfin, s'il fallait faire qu'une chose, au-delà de commencer à analyser, tiens, est-ce qu'il est en hyperpronation, est-ce qu'il a une éversion de l'arrière-pied, machin, c'est juste, au final, regarder ce qui a été trop fait, à quel moment, et Exact. puis essayer de réajuster le tir et surtout éduquer le patient. C'est pour ça que personnellement, je ne sais pas toi, mais je vois mes patients beaucoup moins souvent qu'il y a quelques années. Je n'ai pas autant de bouteilles que toi en kiné, mais par exemple, comparé à il y a 5 ans, où je voyais mes patients 2-3 fois par semaine, maintenant, et surtout dans une population de coureurs, je les vois une fois semaine, parfois une fois toutes les 2-3 semaines, parce que c'est souvent juste un réglage, comme une table de DJ où tu ajustes le volume, l'intensité, blablabla. Et tu fais des tests, retests, et tu vois ce qui fonctionne aussi avec le patient. Hmm. Mais je trouve ça super intéressant, cette histoire qui semble simple quand on l'explique, Ouais, mais il faut la comprendre. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de l'aborder aussi ouais. avec toi là. En fait, la petite histoire de la quantification du stress mécanique, c'est que quand j'ai commencé à pratiquer, tu sais, moi je sors de l'Université Laval en 98, euh, on n'a pas appris la quantification du stress. On n'a pas appris. Et moi, quand je suis avec mes patients, je vais te donner l'exemple d'une épicondylopathie. Je mettais de la glace, je faisais des frictions transverses, je faisais des ultrasons. Le médecin prescrivait des anti-inflammatoires, je lui disais se reposer, j'y mettais un brassard épicondylien. Et là, tu lis un petit peu plus la littérature et tu réalises avec tes patients aussi que s'ils se sont fait mal, c'est parce qu'ils ont exagéré sur un mouvement. Fait que tu leur dis, on va le faire un peu moins au début, on va reprendre tranquillement après. Et tu expliques la quantification du stress mécanique de façon très inconsciente, sans outils, sans rien. Mhm. Et là, pendant à peu près 2 ans, je dessinais des graphiques, en fin de compte, pour expliquer qu'il y avait un seuil maximal, puis qu'il ne fallait pas le dépasser, mais que s'ils ne faisaient rien pendant trop longtemps, qu'ils allaient se déconditionner, puis que finalement, ce n'était pas l'idéal non plus pour créer de l'adaptation au niveau d'un tissu. Donc, l'idée, c'était ce jeu, cette zone optimale comprise entre je stimule mon corps minimalement pour créer des adaptations, mais sans dépasser ma tolérance maximale, Mhm. qu'on allait pouvoir progresser. Et que quand on avait de la douleur, c'est parce qu'on créait de l'inflammation, parce qu'on avait dépassé notre tolérance. Alors, le graphique s'est affiné, le vocabulaire utilisé s'est raffiné, parce qu'on ne parle plus que d'inflammation, mais on parle de sensibilisation du système nerveux, on parle d'irritation tissulaire. Mais reste que le concept est toujours le même. Alors après ça, j'ai fait un outil PDF qui a encore évolué. On a 3 différentes versions à travers les années de ce document PDF. Mhm. Et maintenant, on l'explique de façon très simple. On a différentes sphères dans ta journée qui cumulent du stress. Alors, tu as ton sport, mais tu as ta vie quotidienne et tu as ton travail aussi, hein, qui Mhm. rajoute par-dessus le stress tissulaire. Il y a différents niveaux de stress selon le sport que tu fais. Pour une tendinopathie d'Achille, aller nager, c'est très peu stressant, mais pour un tendon de la coiffe, des rotateurs, c'est très stressant. Donc, on va Mhm. quantifier les activités. Et après ça, c'est de se trouver dans le bon dosage. Et la Ouais. question, c'est comment on sait qu'on dépasse nos tolérances? Notre corps va nous le dire. Douleur pendant, douleur après, raideur matinale, gonflement, picotement, etc., qui sont des Mhm. signes que notre corps nous envoie. Et la partie très artistique, en fin de compte, de la quantification du stress mécanique, c'est d'être capable de transférer au patient combien il faut qu'il mette de stress et quelle réponse on s'attend d'avoir. Donc, si j'ai une tendinite d'Achille aiguë, je vais dire au patient, c'est très simple, il ne faut pas que tu aies mal. Donc, tu portes des talons pendant 3 jours si tu veux. À la limite, si tu as mal quand tu marches pas ou tu marches avec une béquille, j'ai aucun problème avec ça pour les premiers jours. Parce que Ouais. plus on va être agressif dans la réduction des symptômes court terme, plus tu vas évoluer vite par la suite. Ouais. À l'opposé, si j'ai une tendinopathie achillienne corporéale noduleuse de 6 mois, là, on sait que la douleur est un mauvais indicateur, qu'il n'y a plus de cellules inflammatoires, qu'il n'y a plus de prostaglandine 2 dans le tendon, et qu'à ce moment-là, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est permettre des symptômes sans que la structure devienne irritable. Donc, ça veut Mhm. dire, je te permets d'avoir de la douleur pendant à 2, 3, pour certains individus 4 ou 5 sur 10, voire 6, parce que ça Mhm. dépend aussi des individus. Et par contre, cette douleur-là doit se normaliser dans les 30 minutes qui suivent. Et le lendemain, on est supposé être capable de refaire le même niveau d'activité, donc le même jog, le même exercice, avec les mêmes charges et la même répétition. Et à ce moment-là, finalement, je sais que par ce processus-là, je vais créer des adaptations tendineuses qui vont Mhm. augmenter ta tolérance et te rendre de moins en moins sensible. Donc, Mhm. il y a la personnalisation dans la quantification du stress mécanique en fonction de 3 critères essentiels. C'est quel profil de patient j'ai devant moi,
j'ai quelqu'un qui a des douleurs à 10 sur 10 en riant, la chochotte, versus celui qui sent rien et puis qui tout d'un coup ça gonfle, mais il n'a pas eu si mal. Mhm. Après ça, c'est le stade de la pathologie. Donc, est-ce que c'est en aigu versus chronique, comme on vient d'expliquer? Et Mhm. après ça, il y a des différences entre les pathologies elles-mêmes. Un syndrome de Bandelette, je vais lui dire aucune douleur permise. Une tendinopathie achilléenne persistante, je vais dire il faut rentrer dans la douleur pour créer des adaptations dans la mesure où ces douleurs-là se normalisent rapidement après. Donc, Ouais. il y a tout Ok. un art dans l'explication de la quantification du stress, mais le principe fondamental est ultra simple. Ouais. On veut quantifier le stress, le doser pour que la réponse de l'individu soit adéquate et amène à l'adaptation tissulaire plutôt qu'à la dégénérescence, le trop de repos, ou l'irritation de plus en plus importante qui amène aussi une perte de tolérance au stress mécanique. Donc, on réduit notre capacité à tolérer du stress parce que finalement, on est toujours dans le trop. Ouais. Bah, j'allais dire, j'aurais pas mieux expliqué ça, mais forcément, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Donc, non, c'est hyper clair comment tu l'as expliqué. J'ai rien à ajouter en soi. C'est hyper clair et hyper pédagogique. C'est ça que j'aime bien. Donc ouais, carrément. Et je dirais aussi, c'est pas tellement. J'essaie parfois d'expliquer aux patients aussi, c'est pas tellement l'intensité de l'activité que vous faites qui est la clé, mais c'est la différence d'intensité que vous imposez à un moment T à votre corps comparé à ce que vous avez l'habitude d'imposer. Et c'est vraiment ce gap qui est. C'est pour ça qu'il y a des gens, parce qu'ils vont me dire, ouais, mais moi, mon cousin, il fait 3 fois ce que je fais, il a rien. Mais le cousin, il fait peut-être du renfort toutes les semaines depuis 6 ans et il a un système beaucoup plus résilient. Et le gap, du coup, pour, on va dire, tolérer ces pics de charge, il est beaucoup plus grand quand on a renforcé son système. Et ça nous amène d'ailleurs à ce que je voulais parler avec toi, c'est cette question du renforcement musculaire. Cette question du renforcement musculaire par rapport à nos patients coureurs, je vais y arriver. Souvent, c'est quelque chose qui est parfois un peu mis de côté, de moins en moins, mais quand même, parce que nos patients sont parfois convaincus que ça suffit à soi-même, la course à pied. Oui, moi, je cours 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. J'ai pas besoin de faire du renforcement musculaire. Mon corps est assez fort. Jusqu'au jour où ils se blessent. Et au final, on leur conseille de faire du renforcement musculaire en plus d'ajuster les paramètres de l'entraînement. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tout coureur ou coureuse devrait faire du renforcement musculaire ou pas spécialement? Alors, là, tu parles d'un coureur qui aime courir, point. Ouais. Donc, si tu me poses la question, est-ce que moi je fais du renforcement? Ben, je fais du renforcement, je fais des push-ups de temps en temps, juste pour ma forme, pour solliciter mes membres supérieurs un peu, parce qu'en courant, bon, on ne sollicite pas grand-chose. Et puis, quand je jardine ou que je travaille dans la forêt, puis que je coupe des arbres, et puis que je fais des trucs, ben, j'ai besoin d'avoir un petit peu de force musculaire et pas trop me blesser aux membres supérieurs parce qu'ils font rien pendant toute l'année à part travailler sur un ordi, à taper sur une machine. Ouais. Donc, je pense que c'est bon pour la santé, je pense que c'est bien de façon en général. Quand on regarde la science du renforcement, on a eu beaucoup de peine à démontrer que le renforcement avait des aspects préventifs sur les blessures. Mhm. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le renforcement spécifique pour des conditions spécifiques, ça ne marche pas. Exemple, je fais du renforcement du grand fessier et du contrôle moteur pour prévenir les douleurs fémoro-patellaires, ça ne marche pas. Ouais, ok, Ok? intéressant. On sait par contre que faire du renforcement pour le traitement de certaines pathologies fonctionne. Tu as une douleur fémoro-patellaire. Présentement, sur les douleurs fémoro-patellaires, on a 6 revues systématiques, 2 consensus d'experts qui montrent que faire du renforcement va aider à traiter tes douleurs fémoro-patellaires. Ok. Donc, c'est une bonne modalité de traitement. On n'est pas convaincu, la science ne nous montre pas que du renforcement très spécifique comme on l'entendait, c'est-à-dire faire du contrôle, faire tel muscle, tel truc va vraiment prévenir les blessures, ça ne marche pas. Même si la science est très fragile sur le sujet aujourd'hui, je pense quand même que faire du renforcement peut avoir un rôle préventif sur les blessures, entre autres chez le coureur, mais pour une raison ultra simple, c'est l'augmentation de la tolérance. Ouais. Je fais du renforcement qui augmente la tolérance de mes tissus, que ce soit mes tendons, mes fascias, n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, en augmentant ma tolérance, je suis capable d'encaisser davantage de variations, ce que tu parlais tout à l'heure, qui est tout à fait vrai. Hein? C'est Mhm. la variation le problème. C'est le différentiel entre un stress auquel je suis habitué versus le nouveau stress. Il Ouais. peut être ici, il peut être ici, ça n'a pas d'influence.
ce qui est important, c'est ce différentiel. Et de faire du renforcement pourrait augmenter ta tolérance pour que tu sois capable d'en prendre plus. Ouais. La grosse question, euh, c'est est-ce que si j'ai 1 heure dans ma journée, je suis mieux de courir 3 fois par semaine 1 heure puis de faire 2 fois du renforcement ou je suis mieux de faire que de la course 5 fois dans la semaine et puis je fais pas de Ouais. renforcement. Et ça, c'est une bonne question. Parce Ouais. qu'en fait, le renforcement, c'est que si tu me dis est-ce que c'est bon, ben oui, c'est bon. C'est toujours bon. On augmente notre santé, notre tolérance, bon, et je dirais de façon générale. Si on parle de performance, c'est même bon pour la performance. Les études nous montrent que ça augmente l'économie de course, de faire du renforcement. Donc, on est meilleur à courir parce qu'on a fait du renforcement. Quand je vais au Kenya, et que je rencontre des centaines d'athlètes qui sont meilleurs que nos meilleurs Canadiens, euh, en fait, ils font pas de musculation là-bas. Ils Ah ouais. courent. Ouais. Et ils courent beaucoup. Et non Ouais. seulement ils se blessent très peu, mais ils se blessent quand même des fois, hein, mais ils se blessent très peu de façon générale, mais ils performent comme personne. Et ils ont une Mhm. économie de course qui est exceptionnelle. Ouais. Donc, la question, c'est est-ce que ces coureurs-là kenyans, si je leur dis, les études nous montrent, la science nous montre qu'on améliore les performances, et je prends ces Kenyans-là pour leur dire, ben, je vais te donner un programme de renforcement. Mais ce programme de renforcement, bien évidemment, il interfère avec leur course. Donc, je vais être obligé d'enlever une séance de course ici, peut-être une petite séance de course ici. Est-ce qu'ils vont vraiment améliorer leur performance? Est-ce que sur la prévention des blessures, j'augmente vraiment Mhm. la tolérance des tissus autant que ce qu'ils faisaient de plus est très spécifique, qui est de courir, tout le temps courir, puis de courir 2 fois, voire parfois 3 fois par jour? Ou est-ce que finalement, je rajoute un nouveau stress auquel ils sont en plus pas adaptés, auquel j'augmente peut-être même le risque de les blesser? Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour les Kenyans, par exemple, une question d'une part de... j'ai plus le mot, je l'avais il y a 2 secondes, mais on va dire c'est tellement ancré. J'ai l'impression que là-bas, ils courent, tu me dis si je me trompe, mais limite, c'est le sport national presque. Enfin, ils courent C'est- depuis qu'ils sont tout petits. Est-ce Oui, que déjà ça peut pas jouer? Moi, j'ai l'impression que certainement. ça joue. Tu vois, l'épigénétique, le fait de courir depuis et que ce soit ancré limite dans leur gène, parce que si leurs parents couraient, machin, je sais pas, hein, Oui, je spécule un peu. oui, Et aussi, est-ce que au niveau des... Bon, je m'y connais pas assez dans ce spectre-là pour avancer davantage, mais tout ce qui est le spectre morpho-anatomique, est-ce qu'il n'y a pas aussi... est-ce que nous, en tant que non-Kenyans, est-ce qu'on n'a pas peut-être une prédisposition, même légère, peut-être plus à, je sais pas, aux blessures, en tout cas de surcharge, comparé à eux, j'en sais rien. Mais ouais. bah, vu qu'ils ont quand même une morphologie un petit peu différente, voilà. Enfin, c'est des questions ouvertes que je pose, mais... Ouais, mais elles sont toutes intéressantes. Pour te donner quelques réponses, on sait par exemple que les Kenyans sont plus économiques principalement, non pas pour des paramètres physiologiques comme le VO2, le type de fibre musculaire, la capacité pulmonaire. Ils le sont parce qu'ils ont une meilleure économie de course. Hmm. Cette économie de course, elle est construite sur différents paramètres. Quand on les compare aux meilleurs caucasiens, européens, nord-américains, il n'y a pas de différence tant que ça au niveau de l'économie de course sur les différents paramètres autres que leur morphologie qui semble être le facteur principal de l'amélioration de leur économie de course, c'est-à-dire Ok. des petits mollets, des calcanéums plus courts et des tendons d'Achille très longs, Ouais. qui sont des paramètres qui les amènent à être plus économiques. Si on parle de prévention des blessures, quand tu cours depuis tout jeune, tu n'as pas besoin d'apprendre la bonne technique de course. Tu cours tous les jours, pieds nus, depuis que tu es tout jeune pour aller à l'école. Ta course va être parfaite autant au niveau de l'économie, de l'efficacité, qu'au niveau Mhm. de la protection, Ouais. la capacité à modérer les forces d'impact et à prévenir les blessures sur du long terme. Donc, c'est clair que le jeune qui a évolué, qui a couru toute sa jeunesse pour aller à l'école pieds nus, puis qui arrive à l'âge adulte, même quand tu lui mets une chaussure, il va avoir une technique parfaitement affinée, il va être fait pour courir, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, la seule chose, c'est que là, on parle, par exemple, de renforcement. Alors, si tu me dis, la personne de 40 ans qui commence la course à pied, qui a été sédentaire, qui a des grosses godasses, qui est la cause numéro un de l'interférence avec la bonne biomécanique et la biomécanique protectrice, Mhm. donc qui a une cadence moyenne de 155 pas par minute, qui attaque fortement du talon et qui a des forces d'impact qui sont importantes, est-ce que ces personnes-là pourraient bénéficier d'un programme de musculation? Certainement. Ouais. Certainement pour prévenir les blessures parce qu'on augmente sa robustness et pour peut-être devenir même meilleur et plus économique. Mais avant même de commencer un programme de musculation, je vais dire,
la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de courir tous les jours. La Ok. première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de courir souvent pour créer cette habitude sur cette mécanique spécifique qu'est la course à pied pour que ton corps augmente sa tolérance. Et tu quantifies ton stress dans l'augmentation du volume pour être très graduel pour t'assurer que ton corps s'adapte à cette activité. Et quand on va rajouter de la muscu, c'est parce que tu vas être rendu à une étape minimale où là, peut-être qu'on va plafonner au niveau des performances, peut-être que tu vas être limité dans la quantité de courses que tu peux prendre, OK, et non pas limité en temps, parce que si tu es limité en temps, ben, je préfère que tu cours, que tu fasses de la muscu pour te prévenir les blessures en course à pied. Ok. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la fréquence de la course à pied, parce qu'en plus, ça rejoint quelque chose que je voulais aussi aborder avec toi. Donc, c'est bien, on va faire un petit mix. Justement, si je dis pas de bêtises, dans les programmes qui sont d'ailleurs en accès libre sur la clinique du coureur, de reprise de course, etc., il me semble, en tout cas la dernière fois que je les ai regardés, que vous préconisez souvent de courir plutôt souvent que, par exemple, un schéma classique où on pourrait dire, bah, écoute, tu fais 2, 3 sorties par semaine. Là, j'ai l'impression que j'ai plus les programmes sous les yeux, mais qu'il y a presque une sortie tous les jours, en fait, mais des petites Ouais. sorties. Et donc, c'est pour ça, enfin, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler la raison, Ouais. peut-être même scientifique derrière, ou en tout cas le raisonnement? Alors, il y a beaucoup d'expériences cliniques là-dedans. Alors, les programmes de reprise de course, on a planifié 5 entraînements par semaine. Mais moi, je dis à mes patients, t'enlèves les semaines, hein, parce que tu cours tous les jours. Si jamais tu as besoin de prendre un joker parce qu'il y a la famille qui est là, tu n'as pas le temps, et puis parce qu'il fait vraiment pas beau, il fait -40 dehors, là, je parle du Québec, et ben là, OK, tu skippes une journée, mais sinon, tu cours tous les jours. OK? Ok. C'est vraiment la consigne de base. Dans les programmes du coaching du coureur qui sont en accès libre aussi, qui sont gratuits, on a minimum 4 sorties par semaine. Il faut avoir minimum 4 sorties par semaine. Il y a des études qui nous montrent qu'à 2, 3 fois, on a une incidence de blessure plus importante qu'à 4, 5, 6. Donc, Ok. c'est pas de la science très solide, hein, on est dans du léger, mais il y a une expérience clinique en arrière de ça qui est extrêmement riche. Ça fait des années que je constate et que plusieurs de mes collègues constatent que les tissus, en fin de compte, à faible métabolisme s'adaptent beaucoup mieux à des petits stress fréquents que des gros stress peu fréquents. Si tu veux prendre du volume musculaire, tu travailles sur ta fibre musculaire un maximum, tu crées bien des courbatures, tu brises la fibre, et puis après ça, tu te reposes pendant 3 jours et tu recommences. OK? Mhm. Ça, c'est une des recettes, en fin de compte, qui fonctionne assez bien si tu veux avoir de l'hypertrophie et des adaptations musculaires. Parce que le muscle est un tissu à très haut métabolisme. Et donc, quand tu mets un stress dessus, ben, il va se réparer. Ça va prendre quelques jours, mais il va se réparer Ouais. assez vite. Et finalement, il va même augmenter sa tolérance. Puis on le sait, par exemple, en course à pied. Si tu fais de la descente avec de l'excentrique sur ton quad, tu vas avoir des petites courbatures qui vont t'immuniser pour les entraînements subséquents. Donc, tu faisais un 200 mètres de dénivelé, tu étais un petit peu courbaturé léger. Ben, la fois d'après, si tu veux la même courbature, il faut que tu fasses 300 ou 400. Mhm. Il faut que tu augmentes la dose parce que finalement, ton corps s'adapte. Il y a des Ouais. adaptations structurelles, tissulaires, qui augmentent ta tolérance au stress mécanique. Sur les tissus à faible métabolisme, je pense à toutes les blessures qu'on présente. Donc, l'os sous-chondral pour les douleurs fémoro-patellaires, le tendon, le fascia, les périostes. Ces tissus-là sont à beaucoup plus faible métabolisme et s'adaptent plus lentement. C'est un Mhm. processus plus long terme. Et sur un tendon, par exemple, si tu mets des grosses charges ponctuelles avec des sauts importants, le repos nécessaire va être beaucoup plus long pour pouvoir récupérer d'un stress que tu as mis sur le tendon. La meilleure manière de créer des adaptations tendineuses, par exemple, c'est de stresser ce tendon-là fréquemment, mais avec des petites charges. Ok. Et en plus, c'est plus accessible, c'est plus facile de quantifier le stress mécanique. On pourra parler tout à l'heure des différentes approches pour les tendinopathies, parce qu'il Ouais. y a aussi le HSR et différentes choses, mais la meilleure chose que je donne à mes patients pour prévenir les blessures, c'est de dire, je veux que tu cours tous les jours et je veux, si jamais tu as des problématiques de tendons, de fascia ou etc., que tu aies 2 à 3 stress par jour avec 6 heures d'intervalle entre les deux. Le 6 heures qui a été évalué et étudié entre autres sur l'os, où on constate que pour ne pas rentrer en catabolisme et pour retourner à l'anabolisme, donc je stimule mon os, il rentre en anabolisme pendant un certain temps, et si je remets un stress trop vite après, il n'aura pas le temps de récupérer avant que je le stresse, et là, ça peut être catabolique. Si je veux avoir un effet anabolique, idéalement, on laisse un 6 heures d'intervalle entre deux stresseurs. Ouais.
Mais donc, mettre des stress fréquents, souvent, est une des meilleures choses que je donne comme conseil aux patients pour prévenir les blessures. Et au niveau de la Ok. course, ben, c'est très simple. Tu cours tous les jours. Et là, la personne disait, ouais, mais je courais 2 fois par semaine 1 heure. Ben, tu pourrais te garder 1 fois par semaine 1 heure, qui est comme ta bonne sortie. Tu coupes, tu mets 30 minutes dans ta semaine. Donc, tu as le même volume total pour l'instant. Et je te Ouais. rajoute des 10 minutes 3 fois dans la semaine et tu cours 6 fois par semaine. Et là, tu as une augmentation du volume total par semaine qui est plus important, mais avec un risque de se blesser qui est beaucoup moindre. Ok, ouais. Ouais, donc, et pour faire le lien même avec les tendons, au final, j'avais vu passer des études qui, justement, disaient que le tendon, quand tu le stimulais, de toute façon, il y a un partir du moment où il saturait. Et donc, en fait, il recevait plus les influx, entre guillemets. Donc, la mécanotransduction fonctionnait beaucoup moins bien à partir d'un certain degré de stimulation et que donc, ça ne servait pas à grand-chose d'aller te taper 1 heure de heel raise ou des trucs comme ça Ouais. non-stop parce que, en fait, au bout du compte, si le but derrière, c'est vraiment de stimuler le tendon, enfin le muscle associé, mais qu'on veut essayer de stimuler les adaptations tendineuses, bah, en fait, on perd un peu son temps, voire même on va surcharger parce que c'est cumulatif. Donc ça rejoint en fait ce que tu disais sur l'os. D'ailleurs, je pense que c'était des études sur les fractures de stress. Enfin, c'est pas mal mis en avant pour la gestion des fractures de stress, il me semble. Ces histoires de courir, par exemple, souvent, mais peu plutôt que beaucoup. Ok. Et juste une petite Ouais. précision, tu sais, on parle de tout ça aujourd'hui parce que on part de standards qui sont l'homme moderne sédentaire. Mhm. Parce que si je te parle de, tu sais, l'être humain est fait pour bouger, l'être humain est fait pour s'activer. J'ai grandi sur une ferme et puis ben, on travaillait tous les jours. On déchargeait des chars de foin, on faisait du travail de ferme en continu. En fait, c'est Mhm. que le niveau de stress appliqué sur notre corps dans une vie normale, encore une fois, moi je l'observe quand je vais au Kenya, ben, toute la journée, ils travaillent, ils marchent, ils font quelque chose. Ouais. C'est juste que maintenant, l'homme moderne, il s'assoit devant son ordi 8 heures par jour à ne rien faire. Mhm. Et donc, quand on parle de mettre des stress fréquents et réguliers ben, c'est en lien avec justement cette problématique de sédentarisme qu'on a aujourd'hui, où on a des tissus qui se déconditionnent par manque de stimuli. Ouais. Ouais, c'est briser aussi cette sédentarité. Après, on pourrait aussi se dire, bon, tous les patients n'ont pas l'occasion de se dire, je vais courir 5 fois par semaine. Après, on peut toujours dire qu'on trouve le temps si on veut, mais je pense par exemple, je sais pas moi, un jeune papa qui serait là, bah, il a peut-être pas l'occasion de se libérer du temps 5 fois par semaine. Donc, je suppose qu'il faut aussi pouvoir composer avec ça en tant que thérapeute et dire, bah, ok, 2 fois est mieux que rien et trois Oui, fois, enfin voilà. oui, mais moi, on me le dit souvent, ouais, ben non, Ouais, mais c'est ça. 5 fois, 6 fois tous les jours, je peux pas. Et là, on discute. C'est Et là, ça. quand on discute, si j'y dis, ben, tu sais, 5 minutes, ça compte. Ouais. Parce que 5 minutes de course, c'est 450 sauts sur ton tendon d'Achille et c'est un excellent exercice d'adaptation tissulaire. Donc, Mhm. 5 minutes, ça compte. Ouais. Et là, après ça, on regarde, c'est quoi le temps perdu dans une journée à scroller, etc. Mhm. Et puis après ça, on trouve avec c'est quoi les options. Ben là, si tu peux pas sortir parce que tu es tout seul tous les mercredis, jeudis, vendredis, soir, et puis donc tes enfants sont en bas âge, tu peux pas sortir dehors, ben, est-ce que tu as de la place pour courir dans la maison ou sinon on fait de la corde à sauter ou sinon on cherche un stimuli qui va compenser pour la course que tu fais pas. Ouais. Mais Donc il y a quand si tu même, ouais. veux bien gérer ta condition, tu veux évoluer, tu en as marre que ça fait 6 mois que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, moi je te donne les meilleurs conseils pour que tu le fasses. Ouais. Après, à chacun de voir s'il y arrive ou pas et chacun tire son Exact. plan aussi, quoi. Ok. Ben, Tu sais, je suis très justement, convaincant avec mes patients, hein, juste une parenthèse. t'as dit quoi? Je suis très convaincant avec mes patients. Ah, Et bah, c'est bien. mes patients, en fait, en fait, c'est de bien les interroger sur qu'est-ce que eux, ils vont être motivés par quoi, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Mais après ça, quand ils me disent, ouais, mais moi, je peux plus juste courir 2 fois par semaine, on en discute. Et je Ouais, suis ok. extrêmement convaincant. Et moi, des patients qui couraient 2 fois par semaine, qui se mettent à courir tous les jours, j'en ai une tonne. Tant mieux. Parce que c'est bon pour eux. Vaut mieux ça que le contraire. Mais j'avoue que ce que tu m'as dit là, en mode
3 fois par semaine, t'as juste pas les bénéfices autant que si tu fais 5 fois. Moi, je cours 3 fois par semaine, donc je suis en train de me dire, merde, je vais devoir rajouter 1 ou 2 sorties. J'étais déjà content avec mes 3 fois, mais je vais penser à toi en ajoutant 2 petites sorties alors. Voilà. Mais Et ouais. peut-être aussi que, en plus de tes 3 sorties, tu fais un match de foot avec tes amis le vendredi et que ça compte. Et Ah ouais, peut-être que, tu sais, il faut voir l'ensemble du tableau clinique là. Mais ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah, écoute ici, avant de passer à toute cette partie entrepreneuriat, parce que je vois aussi l'heure qui tourne, et ouais, j'aimerais du coup qu'on parle aussi de tendons. Alors on a déjà abordé un petit peu là le sujet du tendon, on a un petit peu énoncé. J'avais fait personnellement un post il y a, je sais pas, il y a un mois et demi sur Instagram, où je disais, le titre c'était Le tendon est con, et ça avait pas mal fait réagir. J'avoue que ça a bien fait cliquer parce que je pense que c'était un peu choc comme titre, mais le fond, c'était de dire que le tendon, en fait, il s'en fout qu'on fasse de l'excentrique, du concentrique, des machins, parce qu'il ne sait pas le détecter. Il est aveugle, par définition, il a pas. Enfin, voilà. Donc, il sent juste les stimulations. Et on en avait discuté un petit peu à deux en amont, toi et moi. Et tu m'avais informé, ben, si c'est toujours le cas, qu'il y a peut-être des nouvelles données pertinentes qui vont arriver qui pourraient, on va dire, allez, euh, j'ai plus le mot qui me vient. Mais corroborer un peu ouais, ta exactement. croyance et ce que tu observes. Ouais. Voilà, exactement. Et donc ça m'intéresse parce que moi, je me suis basé ben, sur ce que disait la littérature, mais s'il y a des nouvelles données à ce sujet qui montrent qu'effectivement, on s'était peut-être un peu trompé en disant ben, il faut que de l'excentrique pour le tendon, c'est ça qu'il a besoin, et ben, je trouve ça Ouais. hyper intéressant. Donc voilà, je te laisse un petit peu nous présenter ça éventuellement autant que tu veux. Alors, on sait par exemple que l'excentrique nous permet d'aller à plus de 100% de la charge maximum d'un tissu musculaire. Donc, on Mm. arrive à aller à du 115. En fait, on peut charger même plus que ça encore. En fait, à 115, la contraction se brise. C'est-à-dire que tu tiens au maximum, mais à un moment donné, tu n'arrives plus à tenir la charge et là, ça descend en excentrique. Donc, on a la possibilité en excentrique de charger davantage le muscle. Et c'est Mhm. probablement ça qui a fait en sorte que certains thérapeutes ont dit, ben, on va faire de l'excentrique pour le tendon. Et là, après ça, on a fait des études où le travail excentrique fonctionnait. C'est-à-dire qu'on arrivait à amener chez les tendons des adaptations et tissulaires et surtout fonctionnelles. Donc, les patients étaient moins sensibles, retournaient à leur fonction avec du travail excentrique. C'est devenu la mode. Il y a eu probablement 30 à 40 publications scientifiques, quelques revues systématiques pour même différents tendons, où l'excentrique était adéquat et pertinent pour améliorer les tendons. Et la question qu'on s'est posée à la clinique du coureur, c'est est-ce que c'est le mot exercice qui est important ou c'est le mot excentrique? Et en fait, là, les dernières études, en fait, quand on vient de publier une revue systématique il y a 2 ans avec Renaud et tout un groupe du CIRIS, où on a regardé, en fin de compte, c'était quoi les meilleures pratiques pour le tendon d'Achille, en fin de compte. Et ben, en fait, 2 choses l'une, l'excentrique fonctionne, mais quand on compare l'excentrique, l'approche Alfredson avec du poids de corps excentrique ou même Stanish, concentrique machin. excentrique Ouais. avec du HSR, du Heavy Slow Resistance, du lent et lourd, ou l'approche Cibernagel où on a différentes étapes où on commence avec l'isométrique, l'isotonique, puis après ça on va avec de la pliométrie puis des choses plus dynamiques. Quand on compare tout ça, on est aujourd'hui incapable de donner un avantage à une approche versus une autre. Mhm. En fait, comme tu le dis, le tendon a besoin d'être stimulé. C'est par mécanotransduction que les mises en tension répétées sur un tendon vont stimuler l'adaptation tissulaire, vont désensibiliser le tissu, parce que ce n'est pas juste tissulaire, hein, il y a du neuro là-dedans, il y a plein d'autres choses associées. Ouais. Et notre hypothèse, en fin de compte, qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 paramètres clés qui, quand tu les multiplies, te donnent un niveau de stress mécanique. Et ce niveau de stress mécanique, s'il est dans le bon dosage, c'est-à-dire bien quantifié avec la bonne réponse, tu vas avoir une adaptation tissulaire et tu vas guérir, entre guillemets, ton tendon. Quand je Ouais. dis guérir le tendon, ce n'est pas nécessairement réaligner toutes les fibres de collagène, enlever la zone nécrotique fibrosée, néovascularisée au centre. On parle ici de je suis fonctionnel, j'ai moins de symptômes et je suis capable de rejouer au soccer, de refaire mes activités. Et Ouais. ces 3 paramètres multiplicatifs, ils sont très simples. C'est le nombre de répétitions que tu fais, multiplié par la charge, multiplié par le temps sous tension. Ouais. Donc, 3 paramètres très simples qui vont donner la quantité de stress appliqué sur le tissu.
C'est-à-dire, on prend l'approche Alfredson. Tu fais ça 2 fois par jour. 3 séries de 15 répétitions avec une montée-descente qui va être à peu près 2 secondes, 2 secondes ou 1,5. Donc, tu y vas quand même de façon répétée. Mhm. Donc, le temps sous tension est pas est pas très long et on va dire moyen. On fait quand même beaucoup de répétitions parce que c'est 7 jours sur 7, 2 fois par jour, 3 séries de 15 répétitions. Mais après ça, là, il y a des approches, c'est 20 à 40 répétitions. Donc, tu peux augmenter le nombre de répétitions aussi. Mhm. Et si tu compares ça à du HSR, ben là, le HSR, c'est que tu augmentes des charges. Tu es à du 8-10 RM. Tu fais 3 à 5 séries seulement et tu en fais à toutes les 2 ou 3 jours. Ouais. Donc, au total, c'est beaucoup moindre. Et le temps sous tension, ben, tu as à peu près un cycle de 10 secondes, 3 montées, 2 en haut, 3 descentes, 2 en bas et tu recommences. Ouais. Donc, le temps sous tension est plus long, les charges sont beaucoup plus importantes, mais le nombre de répétitions est beaucoup moindre. Mais Ouais. tu arrives à peu près au même résultat. Chacun de ces paramètres-là se multiplie. Et là, je vais plus loin. Moi, j'ai traité des tendinopathies, par exemple, d'Achille, avec la course à pied. Parce que la course à Mhm. pied est un stresseur. Ton temps de sous-tension est très court, ta charge est moyenne, mais ton nombre de répétitions est des centaines, des milliers. Et Ouais. tu arrives au même résultat. Ouais. Donc, bah, moi, j'avais un patient comme ça qui, en fait, on n'avait pas repris la course et ça m'a marqué et ça me fait penser à ça. Et il avait toujours cette petite douleur au tendon d'Achille. On avait beau, honnêtement, faire pas mal d'exercices et tout. Et c'était je pense que c'était il y a 2 ans. Et je me disais, mais merde, s'il a encore mal comme ça, courir, ça va être compliqué, quoi. Et puis un jour, on s'est dit, tu sais quoi, tu vas parce que c'était son objectif quand même de courir. Donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, tu vas reprendre la course, petit volume, même si sur papier, on pourrait se dire, ouais, ben non, il a quand même encore mal, même pendant un petit exercice de hill raise ou quoi, c'est compliqué. Et ben en fait, ce qui l'a aidé, c'est totalement ce que tu es en train de dire, c'est de reprendre la course. Pour moi, c'était complètement contre-intuitif, je dois avouer à l'époque, parce que pour moi, je me disais, OK, une activité cyclique un peu pliométrique comme la course, où il y a du rebond, il y a du machin, ça va plus augmenter son irritabilité qu'autre chose. Et ben contre toute attente, il a commencé à recourir des tout petits volumes, des 5-10 minutes, et en fait, aujourd'hui, en tout cas, j'ai plus de ses nouvelles, mais en quelques semaines, il avait plus rien et il se sentait plus du coup pendant les exercices. Et du coup, Ouais. c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est exactement une situation clinique qui a toujours été pour moi quelque chose d'un peu énigmatique où je me suis dit, mais comment ça se fait que via la cour, j'ai pu. Enfin, ça semble être en tout cas l'élément déclencheur. Donc, Ouais. donc c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, je pense que il faut sortir un petit peu de des trucs tout faits en disant il y a un protocole qui fonctionne, il faut prendre un peu de hauteur et réfléchir plus en termes de temps sous tension, etc. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le fait que le HSR donne les mêmes résultats qu'une autre modalité qui doit être faite tous les jours, bah, c'est que le HSR, tu peux dire à ton patient, tu le fais 3 fois semaine et c'est bon. Et tous les Ouais. patients n'auront pas même l'envie, en fait. Parce que, honnêtement, se taper tous les jours 3 ou 4 séries de 15 répétitions excentriques contre ton mur, je pense que tu le fais 2 semaines et à la fin, tu en as peut-être marre, quoi. Tu vois, Là, on voit vraiment les différences culturelles entre le Québec et l'Europe. Parce que je vais prendre l'exemple de la France. Quand Ouais. le patient peut venir, admettons, au cabinet pour aller faire ses exercices sur une barre à squat et donc Mhm. d'avoir l'équipement, puis de venir, puis de faire que 3 fois par semaine son exercice, bingo, c'est réglé. Ouais. C'est peut-être intéressant d'intégrer le HSR dans une pratique comme les Français ont. Au Ouais. Québec, notre moyenne de traitement évaluation comprise par patient, par pathologie, on est entre 3 et 5. Ah ouais. OK? Oui. Ok. Donc, on est dans une médecine très efficace. On est dans une médecine où on éduque le patient. Mhm. Moi, le patient, il ne vient pas au cabinet pour faire ses exercices. Il vient pour que je lui dise comment le faire. Le problème, c'est qu'il rentre à la maison et il n'a pas accès nécessairement à une salle de gym ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus l'approche Alfredson, 3 séries, 20 à 40 répétitions, 2 fois par Mhm. jour, pour traiter une tendinopathie ou la course à pied associée, que du HSR. Dans ma pratique, Ok. j'utilise peu le HSR. Ah, c'est marrant. Ah bah tu vois, Ouais. moi, c'est l'inverse. Ouais. Enfin, et pourtant, après, j'ai peut-être de la chance avec mes patients de façon générale, mais j'arrive toujours à les convaincre d'acheter au moins la mallette Decathlon avec 20 kilos dedans pour 60 balles. Et je leur dis, ben voilà, ce sera déjà ça, vous pourrez mettre un peu de charge. Et bon, je sais bien que HSR, c'est quand même un certain pourcentage de la rep max, donc on y arrive
pas avec une mallette Décathlon, mais ça permet quand même de mettre plus de charge. Mais c'est vrai que pourtant, moi, je vois pas spécialement beaucoup mes patients, comme je l'avais dit. Mais c'est vrai que ouais, c'est marrant de voir la différence justement entre Ouais, ça. Donc toi, tu utilises plus alors les protocoles où ils doivent le classique. faire souvent, quoi. Ouais. Alors, on Ah n'a ouais. pas d'excentrique ou de concentrique, c'est tu montes, tu descends. Si je prends l'exemple d'un tendon d'Achille, dans les protocoles, je vais utiliser l'isométrique si jamais ils sont répondants, c'est-à-dire qu'ils ont un effet analgésique et je suis dans une phase subaiguë où j'ose pas trop encore faire d'exercice. Donc, on va faire de Ouais. l'isométrique avec des séries de 45 secondes et puis qu'on va faire migrer vers du concentrique, excentrique tout simple qui vont faire à domicile et on va augmenter les charges graduellement et après ça, on va augmenter la vitesse graduellement. Je reste dans des protocoles qui sont très très simples pour la majorité des gens. Mais Ouais. je commence jamais un protocole de renforcement pour le tendon autre que l'isométrique là, avant de commencer la course à pied. Je commence toujours la course à pied avant. Ok. C'est-à-dire que le patient, lui, il veut courir, il ne veut pas faire de renforcement. Et la course, c'est un exercice. Moi, je pense que les exercices sont d'abord et avant tout un prétexte pour créer des adaptations tissulaires. Donc, Ouais. à peu près n'importe quoi qu'on va faire, ça fonctionne. La course à pied fait partie de ça. Dans les attentes du patient, lui, il veut courir, il veut pas. Et là, je quantifie sa course et je lui explique qu'aller faire 3 fois 1 minute de course, c'est 270 sauts sur sa jambe. On va commencer avec ça. C'est un exercice de course et non pas un programme de course. Ouais, ok. Il ne sera pas satisfait au niveau cardiovasculaire. Ses endocannabinoïdes produites seront certainement insuffisantes pour lui donner le bonheur qu'il a de courir, mais c'est un très bon exercice pour créer des adaptations tissulaires. Mais c'est intéressant que tu formules ça autrement parce que autrement, c'est-à-dire en disant c'est un exercice de course. Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu des patients où, en leur Ils disant, veulent ben même voilà, pas. on va comme, ouais, je lui dis, on va courir, j'invente 3 minutes, hein. Il fait, mais c'est pas courir ça, qu'est-ce que je vais. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir l'expliquer autrement et de changer un peu le shift pour le patient. Je pense que c'est Mm. plus motivant parce que je me doute, j'ai de la chance, j'ai jamais été blessé en courant, mais que ça doit être hyper déprimant en tant que coureur de te dire, OK, la semaine passée, je faisais 60 kills par semaine, ou 30, ou j'en sais rien. Et cette semaine, en fait, je suis réduit à devoir faire 5 minutes, puis pause, 5 minutes, puis pause. Je pense que psychologiquement, bon, ça c'est encore un autre volet, mais je pense que la blessure chez le coureur ça doit vraiment être compliqué. J'avais vu des papiers circuler qui montraient qu'en fait, les coureurs s'identifiaient fort à leur activité, à la course, ça faisait partie de leur identité. Et Ouais. quand ils pouvaient plus courir, ils avaient l'impression de plus être eux-mêmes. Et je peux le concevoir parce que moi, je me suis pas mis à la course il y a très très longtemps, il y a 2 ans, mais j'ai développé une passion, mais en tout cas, j'adore ça, alors qu'avant, je n'aimais pas du tout ça. Mm. Et maintenant, je peux vraiment comprendre tout l'engouement qu'il y a autour de ce sport. Et je me dis, si demain je me blesse, je touche du bois, c'est compliqué, quoi. Donc, Ouais. ok. Mais donc, pour revenir sur les tendinopathies, bah, écoute, je trouvais ça super intéressant. Est-ce que toi, tu as des choses en plus à ajouter à propos de tout ça, ou est-ce que on a un petit peu fait le tour de ce que tu voulais aborder à ce niveau-là? Euh, Ça fait assez bien le tour Ouais, de ma pratique, de nos connaissances actuelles. L'élément central, c'est la quantification du stress mécanique. Je dis souvent aux professionnels avec lesquels j'échange que tous les exercices sont bons s'ils sont bien quantifiés. Le meilleur des exercices est mauvais s'il est mal quantifié. ouais, Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va. L'exercice, en fin de compte, en tant que tel, c'est beaucoup plus des paramètres très simples qui, cumulés, vont donner un niveau de stress et vont, par mécanotransduction, créer des adaptations tissulaires. Et ouais, c'est ça qu'on recherche, tout simplement. Et les réponses des patients sont bien au-delà de l'adaptation tissulaire pure, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec un programme d'exercice ou un programme quelconque, on peut avoir des effets très rapides. À partir de 2 semaines, on peut avoir une amélioration des symptômes, même si on sait qu'on devrait les continuer pendant plus longtemps. Et toutes ces adaptations-là sont probablement beaucoup plus centrales que périphériques. mhm, Donc, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore, mais une chose est certaine, le corps a besoin d'être stimulé. Et c'est en chargeant un tissu, en loadant un tissu, en fin de compte, qu'on crée aussi des adaptations centrales. ouais. Bah, c'est tout l'art, je pense, du métier de physio, ou de kiné, ça dépend pour ceux qui nous écoutent, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus tellement de prescrire l'exercice clé au niveau de sa nomination, mais c'est de prescrire un exercice correctement dosé et que le patient comprenne pourquoi il le fait. Et je pense que c'est un Ouais. gros chiffre dans notre pratique. Avant,
on pense, enfin, et c'est parce qu'on est obligé de nommer les exercices en soi. On a Ouais, nommé le squat, mais pourquoi ça s'appelle un squat? Enfin, voilà, on nomme tous les exercices et donc on a tendance à penser que comme tu dis, certains exercices sont des exercices clés. C'est pour ça que moi, j'aime pas du tout les contenus sur les réseaux qui disent ouais, tu fais cet exercice et tu verras, ça ira mieux. C'est toujours très générique et je trouve que en fait, c'est trop générique pour être vraiment représentatif de ce qu'on fait en ouais, rééducation actuellement. ouais. Mais bon. La seule chose que je rajouterais avec tout ce que tu dis, c'est euh, les patients ne veulent pas faire d'exercice. De Mhm. façon générale, donc nous comme thérapeutes, soyons très... moi, je donne un exercice la majorité du temps. Sur une tendinopathie, j'en donne un, j'en donne pas deux, trois, quatre, cinq. Pour certaines conditions où on a besoin un peu plus de gainage, de choses un peu plus complexes, je vais peut-être des fois en donner deux ou trois, mais j'en donne le moins possible parce que les Ouais, patients n'ont pas ce désir, en fin de compte, d'en faire. ouais, Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fin de compte, c'est que on parle beaucoup de qualité, en fin de compte, d'exercice et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, faire un bon exercice, savoir c'est quoi la bonne posture, c'est quoi le bon alignement, on ne sait pas trop. Donc, en fin de compte, c'est que l'important dans l'exercice, c'est de bouger, de faire et voilà, à travers tout ça, voilà. exactement. Et c'est pour ça même que, pour aussi, bon, je veux pas qu'on reparte dans un autre sujet, mais ça me vient comme ça quand même. Par exemple, moi, ce qui m'avait déprimé à l'époque en tant que kiné, c'était de lire des papiers qui disaient que, ben, en fait, dans tout ce qui est réentraînement à la course à pied, etc., ben, renforcer les fessiers ne changeait pas l'adduction de hanche, par exemple, à la course. Si on renforçait. Et Exactement. moi, j'étais persuadé que j'avais un impact là-dessus. Moi, je me disais, OK, c'est simple. Le patient, il vient, je vois qu'il a une adduction à la course. Bam, renforcement des fessiers. 2 semaines plus tard, ça va aller. Et quand j'ai vu ces papiers, en fait, mais c'est frustrant et à la fois, c'est génial parce que ça ouvre d'autres perspectives, mais Ouais. ça rend les choses Et plus complexes, je trouve. ce qui est surtout génial, c'est que ton patient, avec la confiance que tu as en ton exercice pour corriger quelque chose, il va mieux. Le problème, c'est Ouais, qu'il va mieux pour d'autres raisons que toi tu pensais, mais il va mieux ouais, parce que si tu es confiant et que tu enseignes ça à ton patient, puis tu dis, je te donne cet exercice, ça va stabiliser ton bassin, tu vas moins mettre de stress à telle place et puis tu vas aller mieux, eh ben, c'est déjà 80% du travail. ouais, bah ouais, non, c'est clair. Bah, c'est les explications et on en revient aussi aux croyances du patient, créer des attentes positives aussi par rapport à nos interventions. Je pense que c'est hyper important, sans non plus virer dans le charlatanisme et en promettant monts Oui. et merveilles, évidemment. Mais voilà. Ok. Bah écoute, hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, bah, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi bah, de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus que 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, bah, ça facilite bah, le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier bah, ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même bah, sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte,
ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.